Bonjour, Julien Bayou, vous êtes le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts et aussi candidat à la mairie de Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre engagement? Oui, alors moi je suis très engagé dans différents collectifs. J'ai co-animé des collectifs sur la question du logement avec Jeudi Noir ou sur les stages avec Génération Précaire et plus récemment avec mon revenu de base sur l'expérimentation du revenu de base. Je crois beaucoup à l'action collective pour défricher, pour s'opposer et pour proposer, pour défricher des alternatives. Et je pense qu'en fait il faut allier l'action individuelle, changer de banque, réduire sa consommation de viande, changer de fournisseur d'électricité, quitter EDF qui fait du nucléaire pour Enercop par exemple. Il faut allier l'action individuelle, l'action collective pour s'opposer et proposer, et puis l'action bien sûr dans les institutions. Je prends toujours l'exemple du droit de vote des femmes. Il y a eu bien sûr des femmes qui ont mené des combats extraordinaires, qui ont désobéi aussi à l'impôt, et il fallait aussi quand même un amendement à l'ordonnance de Gaulle pour dire que les femmes devenaient électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. C'est un amendement de Fernand Grenier en 1944. Il faut jouer sur toute cette panel de mobilisation. Et pour le climat, il y a une urgence telle que c'est pas fromage et dessert. On doit allier l'action individuelle, collective et l'action dans les institutions. D'accord. Quel est votre sentiment par rapport à la situation de la planète aujourd'hui? La situation de la planète et du climat est extrêmement préoccupante. Il y a urgence. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons d'être pessimiste et à la fois aussi, quand on élargit un peu la focale, des raisons d'espérer. Les raisons d'être pessimiste, c'est que le dérèglement climatique est engagé. Voilà. Moi, je suis porte-parole. Je pense à mes prédécesseuses et prédécesseurs qui ont alerté sur attention le dérèglement climatique, attention le diesel est cancérigène ou les perturbateurs endocriniens. Personne ne les a écoutés, on s'est même moqué d'eux. Malheureusement aujourd'hui, le dérèglement climatique est engagé. On l'a vu l'été dernier en France, on voit le nombre d'épisodes extrêmes climatiques qui se multiplient. Et l'ONU nous dit bon, il reste quelques années pour éviter l'irréversible. Voilà. Mais ça, c'est sûr que plus personne ne peut le nier, c'est engagé. Et c'est extrêmement inquiétant parce que ce sont partout les plus pauvres qui sont les premières victimes. C'est valable à l'échelle des pays, c'est les pays les plus pauvres, soit dans le Sahel, soit les petites îles ou le Bangladesh, qui subit les effets les plus violents du dérèglement climatique. C'est valable aussi à l'intérieur des pays. Typiquement, quand il y a une vague de canicule, les plus riches, pour caricaturer, peuvent aller prendre l'air à la campagne, quand les seniors, par exemple, qui sont un peu bloqués chez elles, en perte de lien social, sont les plus exposés. C'est valable aussi avec la malbouffe, c'est valable en fait avec tous les sujets. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant parce que les inégalités environnementales et sociales se renforcent. C'est à Paris, c'est dans le 20e que vous avez le quartier le plus pauvre et le plus exposé à la pollution, alors que dans le 16e, il y a plus d'espace et vous respirez mieux. Donc il faut vraiment lutter contre les deux à la fois. Les raisons d'espérer, c'est une prise de conscience sans précédent. C'est-à-dire que la jeunesse qui arrive, on n'a pas à lui expliquer quoi que ce soit. Elle est parfaitement consciente des dangers qu'elle court, des dangers que lui font courir les pouvoirs publics. Et elle est prête à bouger. Sur la condition animale, la population est prête. Sur la qualité de l'air, la réduction de la pollution, la population est prête. Sur les pesticides, la population est prête. Sur tous ces sujets en fait. Sur le développement des énergies renouvelables, la population est prête. Et donc c'est ça la raison d'espérer. Je pense qu'il y a maintenant une forme de maturité à avoir chez les électrices et les électeurs et chez les organisations. Si on veut de l'écologie, il faut en faire le déterminant de son vote. Il faut agir au niveau individuel, il faut s'engager dans les associations et il faut en faire le déterminant de son vote. Sinon, ça ne fonctionne pas. Imaginez, vous devenez végétarienne ou vous arrêtez de prendre l'avion, mais on laisse les règles qui permettent à Total de forer. Ça ne marche pas. Si vous, par exemple, vous êtes très bien habillé, vous faites votre shopping avec de l'occasion, etc., mais on laisse les règles qui permettent à H&M de fabriquer dans des conditions dégueulasses, tant pour les ouvrières et les ouvriers que pour les conditions environnementales. C'est pas possible. Et donc il faut bien envisager le panel complet de l'action individuelle, collective, et faire de l'écologie le déterminant de son vote. Et je pense qu'on y est bientôt, parce que la démission de Nicolas Hulot, elle a ouvert les yeux à plein de gens. L'écologie était partout, dans tous les discours, au point d'être finalement nulle part. La démission de Nicolas Hulot, c'est un vrai moment politique où il dit
il faut un rapport de force. Il faut non pas être invité à la table des négociations, mais mériter, obtenir ce rapport de force par les urnes pour pouvoir changer véritablement les règles. Changer le système, pas le climat. D'accord. Donc pour vous, comment est-ce qu'il serait possible de conjuguer et climat et justice sociale, puisque c'est ce que vous proposez? Bien, en fait, si on raisonne par l'absurde, la situation actuelle cumule les deux problèmes. Et par exemple, la fiscalité écologique, si on parle de la crise des gilets jaunes, elle démontre ça. Les gens, ils sont pas anti-écolo et ils sont pas anti-impôts. Ils disent je veux que les petits payent petits et que les gros payent gros. Et par ailleurs, j'ai bien vu que quand on augmente de 4 centimes mon litre de diesel ou d'essence, en fait, c'était pas par écologie, c'était pour colmater les brèches des cadeaux fiscaux. Les 20 milliards de CICE, les 3,5 milliards d'ISF, la flat tax, etc. Et donc la révolte, elle vient de là. Elle vient de une transition, oui, mais il faut qu'elle soit juste. Il faut une vraie répartition des efforts. Or, ce sont les plus riches qui polluent le plus, à l'échelle des États, comme entre les individus. Ceux qui font l'hélicoptère, c'est pas ceux qui gagnent le SMIC, évidemment. Et donc, il faut une transition, une répartition des efforts. Donc aujourd'hui, la situation, elle cumule inégalité environnementale et inégalité sociale. C'est toujours dans les quartiers populaires qu'on met, par exemple, les incinérateurs. À Paris, c'est à Paris 13 et à Ivry qu'on met l'incinérateur dans lequel on va brûler nos déchets, alors qu'on pourrait en recycler 70%. A contrario de ça, ce système aujourd'hui qui cumule inégalité sociale et environnementale, à contrario, la transition apporte les deux. Recycler et réduire les déchets, c'est moins de pollution aux particules fines pour les habitants des quartiers populaires. Et ça crée plus d'emplois. La rénovation thermique, aujourd'hui, c'est 10 à 15% de la population qui a du mal à payer son chauffage. Parce que c'est mal isolé et qu'on chauffe les pigeons plutôt qu'ils sont chez soi. Et bien rénover, on estime que ça peut créer un emploi tous les 6 logements rénovés. C'est décisif pour l'emploi local, pour des emplois non délocalisables. Ça fait baisser la facture et en plus ça réduit les émissions de gaz à effet de serre et les particules fines. C'est pareil pour l'agriculture biologique. Voilà. L'agriculture biologique, le maraîchage, crée beaucoup plus d'emplois à l'hectare. Et ça permet évidemment d'éviter les pesticides. Et en plus, c'est plus rémunérateur pour l'agriculteur. Donc en fait, à chaque fois, on a un système de solutions, les énergies renouvelables, qui créent plus d'emplois que le nucléaire ou le charbon. À production équivalente, vous avez beaucoup plus d'emplois dans le renouvelable que dans le nucléaire. Et donc en fait, il faut en finir avec ce système productiviste qui, en gros, crée plus d'inégalités sociales et environnementales, qui se renforcent au profit des lobbies. Quand on maintient les pesticides, c'est pas pour faire plaisir aux agriculteurs, c'est parce que ça bénéficie à Bayer et Monsanto en premier lieu. Il faut en finir avec ça et basculer sur une transition qui se soucie de la justice climatique, donc de la justice écologique et sociale. D'accord, vous l'avez dit, les citoyens aujourd'hui sont prêts. Qu'est-ce qui fait que les politiques ne le sont pas? Eh bien, le fait que les citoyens s'organisent mal, peut-être. Moi, je pense vraiment, je dis ça en plaisantant, mais il y a deux choses. Il y a d'une part, nous, les écologistes, je pense, avons beaucoup de défauts, de faiblesses, et on doit travailler là-dessus. Et on est lucide sur notre mauvaise organisation ou sur le fait qu'on doive radicalement changer. Mais il y a aussi une partie des gens qui sont finalement pas très cohérents, c'est-à-dire qu'elles font beaucoup d'efforts, très engagés à titre individuel, et au moment de voter, pourquoi pas Macron? Ben non, Macron c'est anti-écolo. Et si vous êtes partisan de la solidarité, par exemple, avec l'accueil des réfugiés, ou du lien social, ben vous ne pouvez pas voter pour quelqu'un qui dit « je vais supprimer 120 000 fonctionnaires ». C'est pas vrai qu'on peut faire une transition juste, qu'on peut faire améliorer les services publics, par exemple les maternités, ou lutter contre l'évasion fiscale, si vous supprimez les fonctionnaires qui sont les infirmières et les infirmiers, ou les agents des impôts qui vont lutter contre l'évasion fiscale de Auchan, de la Société Générale, d'Engie, etc. C'est pas vrai. Donc à un moment, il faut être cohérent. Et je pense que les écologistes font la preuve, malgré tous leurs défauts, qui travaillent. Au niveau européen, c'est flagrant, au niveau local aussi. Et donc à un moment, il faut vraiment, encore une fois, aligner par cohérence et faire de l'écologie le déterminant de son vote. Nous, on est prêts au dépassement, en tout cas, conscient de nos limites. On est prêts à ce que quelque chose de meilleur émerge, un nouveau mouvement de l'écologie politique. Encore faut-il le faire à plusieurs.
D'accord. Et au niveau de la mairie de Paris, par exemple, qu'est-ce qui pourrait la rendre plus verte, concrètement? C'est fascinant parce que la mairie de Paris, finalement, on est à bout de souffle, littéralement, on ne peut plus respirer. À bout de souffle, c'est un système en fait d'attractivité, de concentrer toujours plus sur Paris, les équipements, les activités, au détriment des autres territoires qu'on appauvrit. C'est la crise des Gilets jaunes, hein, c'est les métropoles qui concentrent, et au cœur de ces métropoles, on met toujours plus d'activités. Ça fait à la fin des loyers toujours plus chers, des services de santé. On a en fait une sorte de vrai faux désert médical parce que bien sûr il y a plein d'offres de santé, mais pour trouver un gynéco ou un opticien qui respecte les tarifs conventionnés, vu qu'ils ne peuvent pas se loger et avoir des bureaux abordables, eh bien ils sont contraints de mettre des tarifs. Hein. Tout ça en fait, cette vision d'une ville toujours plus concentrée, toujours plus dense, qui fait la part belle à l'attractivité, qui veut plaire aux traders ou aux touristes les plus fortunés, fait que la ville devient invivable. A contrario, vous avez la vision d'une ville verte, vivable, un droit à la ville, se sentir bien dans l'espace commun, le bien commun, et donc des logements accessibles et un espace public qui est rendu à la population, aux femmes, qu'elles se sentent en sécurité partout, et finalement viser non pas la ville pour le 1%, les traders et les riches saoudiens par exemple, mais la ville pour les 99%, et donc d'abord et en premier lieu pour les plus vulnérables. Et les plus vulnérables, par exemple, quand on fait un métro accessible, on se dit bon bah c'est bien pour les handicapés. Mais en fait, il y a déjà 10% de la population qui est en situation de handicap. Donc en fait, c'est bien tout court. Mais en plus, on sait que en fait, voilà, ça arrive d'avoir une entorse, ou c'est mieux pour quelqu'un qui a un sac, ou une poussette évidemment, ou en fait les gens qui pensent qu'ils voient bien, mais en gros les pictos ils y comprennent rien, et donc quand on la rend accessible, la station de métro, c'est bien meilleur pour tout le monde en fait, ou pour les 99%. La même chose quand on dit que les enfants doivent pouvoir aller à l'école en vélo. Ça veut dire apaiser le trafic, et ça veut dire finalement que les seniors sont plus à l'aise. En fait, quand on dit les gamins peuvent aller à l'école en vélo, ça veut dire que l'espace public est beaucoup plus serein, qu'on a réduit drastiquement la place de la voiture, et qu'en fait tout le monde se sent mieux dans la rue. Les piétons, les femmes, les seniors et les gamins. Et donc ça veut dire réduire drastiquement la place de la voiture, ce qui limite aussi la pollution. On est maintenant conscient du nombre de personnes qui décèdent prématurément, donc il faut faire quelque chose. On ne peut pas se contenter, comme Griveaux, de dire eh bien, mettez-vous à 1,5 mètre de la chaussée, c'est irresponsable. Et en plus, ça a plein d'autres aspects bénéfiques. C'est aussi que ça réduit le bruit, par exemple, et que ça permet tout simplement aux quartiers de revivre, aux commerçants de se défendre par rapport aux gros. Et donc toute cette question de lien social qui revit, et une ville en fait à la fin où il fait bon vivre. C'est ça l'objectif d'une ville écolo. D'accord, merci beaucoup.